Salut les Gens, aujourd'hui on va parler de l'arc de Yu-Gi-Oh! Le moins connu mais paradoxalement le plus important pour comprendre l'histoire de Yu-Gi-Oh! Oui, je veux parler de l'arc de la mémoire du pharaon, aussi appelé l'arc de l'ancienne Égypte. Alors déjà pour commencer, je vais un peu te faire un tout petit résumé de l'arc de l'ancienne Égypte, que tu connais sûrement, mais on va le faire quand même. Yugi et le pharaon, les trois cartes de dieux égyptiens dans la main, sont prêts à débloquer la mémoire du pharaon. Cependant, Yugi et ses amis sont transportés dans un monde construit par sa mémoire, où le pharaon doit les revivre toutes. Yami Bakura, né à la même époque que le pharaon, et surtout l'antagoniste depuis le début du manga Yu-Gi-Oh!, cherche à utiliser ce temps pour ressusciter son maître, Zork l'Obscur, et plonger le monde de sa mémoire et le monde réel dans les ténèbres. Alors là, je viens de te résumer l'arc de l'ancienne Égypte vraiment très rapidement. Hein. Je veux dire, les enjeux et tout ça, c'est pas que ça. Mais je considère que si t'es là, t'as déjà vu cet arc. Ou si t'es aussi de passage, bah reste, parce que c'est pas mal. Hein. Je veux dire, l'arc à 20 piges, je pense que t'as déjà dû avoir des échos de cet arc. Si t'es un minimum fan de Yu-Gi-Oh! Donc reste un peu pour voir un peu mon avis aussi, ça serait pas mal. Ou sinon tu peux aussi visionner cet arc et revenir ensuite, hein, ça me dérange pas du tout. Mais bref, parlons de cet arc. Cet arc qui est même moins connu en France que l'arc d'Arts, un arc filler. D'après moi, il y a deux raisons derrière cette méconnaissance. De 1, une rediffusion qui ne s'est pas super bien faite, comme les autres arcs, et deuxième raison qui n'est pas des moindres, l'arrivée de la nouvelle série Yu-Gi-Oh! Qui n'est nul autre que Yu-Gi-Oh! GX, qui, comme tu l'as compris, si tu es un habitué de la chaîne, a retenu l'attention du public, et cet arc a donc été tristement tombé dans l'oubli. Alors qu'il y avait tout pour plaire, autant en manga qu'en animé, et surtout en animé, avec des combats dantesques à grande échelle, des persos terrifiants et machiavéliques pourris jusqu'à la moelle, des intrigues liées à la lutte de pouvoir, du devoir d'un souverain, de conflits familiaux enveloppés par tout un aspect surnaturel et mystique, ténébreux provoquant des combats mortels. Et en plus, si t'ajoutes le fait que toutes les questions plantées depuis le début du manga soient répondues, ça donne un arc génial. Mais c'est plus compliqué que ça, car cet arc est problématique pour ce qui est devenu Yu-Gi-Oh! Au fil du temps, c'est-à-dire une histoire basée sur des jeux de cartes, et celui-ci renoue plus avec le Yu-Gi-Oh! Des 5 premiers tomes qu'avec le Yu-Gi-Oh! Qu'on a eu par la suite, adapté par Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Mais ça s'appelle rétropédaler. Et le public n'aime pas des œuvres qui rétropédalent. Je n'ai qu'à te citer une suite qui aujourd'hui n'est plus canonique, qui s'est cassé la gueule. Dragon Ball GT. Le public n'a pas aimé que Goku rajeunisse et connaît des histoires gaguesques au lieu d'avoir des combats bien bourrants et un scénario sérieux. C'est la même chose ici. En plus, si on nous rajoute des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, comme des conflits politiques, de passation de pouvoir et de génocide, le public est perdu. Ce sont des thèmes intéressants, pertinents, avec ce que Kazuki Takahashi, ce grand auteur de génie malheureusement parti trop tôt, voulait nous raconter. Il était beaucoup trop en avant sur son public. En effet, c'était beaucoup trop éloigné du simple jeu de Magic and Wizard avec des personnages aux enjeux modernes et communs qu'on avait comme l'amour, l'amitié, l'affirmation et l'acceptation de soi, les relations parents-enfants, le trouble adolescent qu'on avait et qui étaient des thèmes parlant à tout le monde. Et c'est pour ça que Yu-Gi-Oh! A eu autant de succès d'ailleurs. Et là, tu me diras, quid de l'arc Orichalque ou l'arc d'Arts? On nous parlait aussi de combat pour le pouvoir. Mais dans cet arc, tout se passait dans le monde moderne, avec des personnages qu'on a eu l'habitude de connaître et apprécier. Et tout autour de ça, on avait des thèmes comme la folie, la perte d'un ami, de proches, les regrets qui étaient abordés, et surtout on restait dans le cadre du jeu Magic and Wizard. Ici on ne connaît pas les personnages, l'environnement est tout nouveau, les mentalités des personnages sont différentes, car on est à une autre époque. Le jeu de cartes disparaît en grande partie pour laisser place à des combats de vrais monstres s'appuyant la très grande majorité du temps, sur la force brute. Et là, on perd ce pourquoi Yu-Gi-Oh! Est si populaire, la stratégie, la variété de cartes magiques, pièges et d'effets de monstres, nous permettant d'avoir des possibilités de jeu quasi infinies. Ce qui ne nous est pas proposé dans l'arc de l'ancienne Égypte, malheureusement. Parce que oui, cet arc nous propose quoi en termes de combat? Des monstres géants parfois qui se battent, le vainqueur étant souvent celui qui possède la plus grande puissance d'attaque, des fusions, et parfois des coups spéciaux joués par Bakura ou Yugi. Sur le papier, c'est très bien, mais dans l'exécution, ce n'est pas Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas, pas ce qui est devenu le
Yu-Gi-Oh incarné par la série Duel Monsters. Donc c'est comme si on lisait un nouveau récit, et donc je comprends que le public n'est pas suivi. Mais à côté de ça, on a tout le lore derrière certains monstres, comme le dragon blanc aux yeux bleus, ou le malicien des ténèbres, ou bien certains personnages comme Seto Atem, et plus globalement l'univers de Yu-Gi-Oh! En tout cas, ce qu'il était à l'époque de la première série. Pour moi, personnellement, en suivant les séries animées Yu-Gi-Oh! Pour plus leurs histoires que les duels, cet arc m'a conquis. Mais je comprends que ça n'est pas plu à tout le monde. Maintenant, parlons des différences entre l'animé et le manga. Bon, en vrai, je vais surtout te citer les différences qui m'ont marqué moi en tant que fan de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters ou de la première série Yu-Gi-Oh! Plus globalement, parce qu'il y en a des différences. Alors, commençons. Comme il n'y a pas d'arc de l'oricalque dans le manga, la tablette du musée a transporté Atem dans le monde de sa mémoire avec Bakura. Le manga est donc plus cohérent, avec le fait qu'on ait un jeu de plateau type RPG, référence directe à la première confrontation entre Atem et Bakura. Et dans l'animé, moi je peux te dire que c'est assez difficile à comprendre où ils sont en fait. Parce que autant dans le manga ils sont dans une autre salle du musée, mais dans l'animé on sait pas trop en fait, on dirait qu'ils sont dans un monde parallèle, c'est très chelou en fait. Et donc vraiment, dans le manga on est plus cohérent sur ce côté là. Autre différence majeure, il n'y a pas Seto Kaiba dans le manga. Gros acte manqué pour moi. Je veux dire, ça fait tellement sens que lui aussi voit sa vie antérieure et sache le lien qui l'unit à Atem et surtout au dragon blanc aux yeux bleus. Je veux dire, sa venue était tellement jouissive dans l'animé. En plus de ce que ça raconte, on a eu des combats magistrales avec lui, comme par exemple l'ultime dragon blanc aux yeux bleus ou le chevalier des dragons contre Zork, le monstre antagoniste final de Yu-Gi-Oh! Ensuite, on a aussi Bubasa, qui a un rôle sensiblement différent, qui se révèle être Hassan dans le manga, alors que c'était plus Shadi, je dirais, dans l'animé. Je pourrais encore te parler du fait que Tristan, ou Honda dans la version japonaise, ne soit plus le réceptacle d'une partie de l'âme de Bakura, et pour moi c'est très dommage, parce que on a perdu tout ce côté agent double palpitant à suivre dans le manga. Et aussi, bordel, je pourrais te parler des combats qui s'écrivaient tout seuls, qui ont été mis dans l'animé mais qu'on ne retrouve pas dans le manga, comme le chevalier des dragons contre Zork que je t'ai cité plus tôt, le dragon blanc aux yeux bleus v Zork que je t'ai cité plus tôt, ou que bordel, là j'ai envie de te citer un combat qui s'écrivait vraiment tout seul, les 3 dieux égyptiens v Zork. Dans le manga, au contraire de l'animé, ils ont fusionné direct, on n'a même pas eu de match pour voir ce qui se serait passé, et dans le mini arc final qui suit, on n'a même pas eu la confrontation entre les 3 dieux égyptiens d'Atem contre Yugi. Oui, je sais que je sors un peu du sujet qui est l'arc de l'ancienne Égypte, mais Balek, c'était important à souligner. Bref, pour conclure, on peut voir que le manga était bien rush à la fin. Sûrement dû au rythme de publication ou à la santé de l'auteur, qui se devait de mettre fin au manga rapidement. Mais en soi, c'était vraiment pas mal. Kazuki Takahashi a vraiment assuré. Je vais aussi répondre à cette question, une bonne fois pour toutes, qui est de savoir si je préfère le manga ou l'animé. Je dirais l'animé sans hésiter. Pour les différents combats, péripéties et complétions d'intrigues qui clôturent à merveille l'histoire, même si on peut voir quelques incohérences par-ci par-là dans l'animé, dues aux changements opérés par rapport au manga, qui se tient vraiment par contre sur ce côté-là avec pas d'incohérence trouvée pour ma part. Je dirais que l'animé et le manga se complètent assez bien, donc vraiment moi je te recommande de lire les deux. Et je serais même pas étonné un jour de savoir que Kazuki Takahashi ait collaboré avec le studio Gallop pour modifier la fin de son manga et globalement cet arc pour le rendre meilleur. Cet arc de l'Égypte était à mon sens une réussite pour l'ambiance, les enjeux, mais aussi résolution des intrigues traînées depuis le début du manga, comme l'identité du pharaon, l'origine du duel de monstres ou encore la croissance et l'affirmation de Yugi. L'arc de l'ancien Égypte est un arc à absolument visionner si t'es fan de Yu-Gi-Oh! Pour au moins tout le lore expliqué, derrière l'univers de la première série. Ainsi, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et sur ce, tchuss!